Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de présentation des notes de cours du chapitre 17, calcul de primitives et d'intégrales. Après un court préambule, on verra deux techniques de calcul, l'intégration par partie et le changement de variable. Et puis on terminera avec l'intégration des fractions rationnelles à coefficients réels grâce à leur décomposition en éléments simples. Et comme tout le chapitre est consacré au calcul explicite de primitives ou d'intégrales, on va commencer par dire qu'en général, une primitive ou une intégrale, ça ne se calcule pas, du moins ça ne se calcule pas explicitement. Voilà, nous y sommes. Bien sûr, il y a des cas où les primitives se calculent. C'est le cas pour les polynômes, et on va voir en section 4 que c'est le cas pour les fractions rationnelles. Puis on verra d'autres exemples, puisque justement on verra des techniques de calcul. Les séries entières, je les mentionne, c'est un peu comme des polynômes de degré infini. On les a un peu vus au premier semestre, et vous les reverrez en deuxième année. Mais regardez, les 5 fonctions qui sont là, elles ne sont pas très compliquées pourtant. Eh bien, ces fonctions, elles n'admettent pas de primitives explicites. C'est-à-dire de primitives qui s'expriment à l'aide des fonctions usuelles. Et c'est quoi la raison ? La raison, c'est que les fonctions usuelles, dites usuelles, les polynômes, les fractions rationnelles, les fonctions construites à partir de la fonction exponentielle, et les combinaisons de toutes ces fonctions, par composition, par combinaison linéaire, par produit, par tout ce que vous voulez, et bien en fait, ça fait un ensemble de fonctions très petit, j'ai écrit peu nombreuses. Par rapport à quoi ? Par rapport à l'étendue de toutes les fonctions possibles. On a un peu vu ça en algèbre linéaire. Quand vous prenez une fonction de R dans R, vous avez un nombre de degrés de liberté pour la dessiner qui est considérable. Donc, toutes les fonctions possibles et imaginables, même de classe infinie, c'est beaucoup plus que les fonctions usuelles. Or, qu'est-ce que c'est une primitive ? Une primitive même d'une fonction usuelle ? C'est une fonction dont la dérivée est prescrite. Et la dérivée est prescrite, c'est un peu comme une solution d'équation différentielle. Comme la dérivée est prescrite, à partir d'une valeur initiale, la fonction suit son chemin, sa dérivée est prescrite par la fonction dont on cherche la primitive. Et d'une certaine manière, ça nous fait une fonction en gros au hasard, qui donc dans la plupart des cas, je parle pour la primitive, ne s'exprime pas à l'aide des fonctions usuelles. Donc là, vous avez 5 exemples, mais si vous prenez une combinaison un petit peu compliquée de toutes les fonctions usuelles possibles et imaginables, avec des compositions, des produits, des exposants comme ici, en général, vous avez très peu de chances qu'il y ait une primitive. Et c'est pas très grave, parce qu'on a des ordinateurs. Avec les ordinateurs, on peut, par des techniques de calcul numérique approchées, estimer des valeurs de primitives, des intégrales, comme des solutions approchées d'équations différentielles. Et donc, d'une certaine manière, ce qu'on va faire dans ce chapitre, les techniques de calcul de primitives et d'intégrales qu'on va apprendre, elles ne concernent qu'un très petit nombre de cas particuliers de problèmes d'école. Alors, c'est pas mal de les avoir vus une fois, parce que de temps en temps, on peut quand même les utiliser pour calculer explicitement, lorsque c'est possible. Mais il faut bien avoir en tête que ça ne concerne qu'un très petit nombre de cas, et donc que ce sont un peu des problèmes d'école. Et il n'y a rien de désolant à ne pas savoir calculer les primitives, les intégrales de la plupart des fonctions. Ça n'empêche pas, même si ce n'est pas l'objet de ce chapitre, d'essayer d'en comprendre les propriétés qualitatives et, par des calculs approchés à l'aide d'ordinateur, les caractéristiques quantitatives. Un petit mot des notations. Ça, c'est la notation standard. Vous vous souvenez, avec le S stylisé, comme pour les intégrales, S de somme, pour désigner non pas une primitive d'une fonction petit f, mais toutes ces primitives. Vous voyez, ça se note comme une intégrale, mais sans rien mentionner au niveau des bornes. Alors, attention à la manipulation de cette notation, même si c'est la notation standard, on peut vite écrire des choses fausses ou incohérentes quand on la manipule. Par exemple, si grand F désigne une primitive de petit f, on pourrait être tenté d'écrire grand F égale cette notation. Et ça pose problème pour deux raisons. Premièrement, factuellement, c'est faux. Parce que côté gauche, vous avez un objet univoque,
une fonction bien définie. Et côté droit, vous avez ce symbole, cette notation, qui désigne toutes les primitives, donc une infinité de fonctions. Puisque si vous ajoutez une constante à une primitive de petit f, vous avez encore une primitive de petit f. Donc c'est un objet multivoque, ça ne désigne pas une fonction, mais un ensemble de fonctions, une infinité de fonctions. Alors, pour pallier ce problème, on pourrait rajouter, côté gauche, plus c, pour dire l'ensemble des primitives, c'est une primitive plus toutes les constantes possibles. Mais même si vous faites ça, alors d'abord, la fonction pourrait être définie sur plusieurs intervalles disjoints, donc vous pourriez avoir plusieurs constantes. Vous verrez ça dans les exemples en TD. Mais en plus, et c'est le point 2 ici, dans cette égalité, il y a quelque chose de problématique, c'est que, et ça c'est un problème véritablement lié à la notation, c'est que la lettre x, elle désigne côté droit de cette égalité, c'est-à-dire ici, ce qu'on appelle une variable muette. Si c'était une intégrale avec des bornes, ce serait vraiment une variable muette. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une variable muette? C'est une variable qu'on peut renommer localement, sans conséquence, sur le reste. C'est un peu comme une variable locale en informatique. La preuve que c'est une variable muette, c'est le dx ici. Ça veut bien dire que x, on l'imagine avec un dx, donc avec une variation, donc variant dans une plage de valeurs. Et c'est plutôt la borne supérieure de cette plage de valeurs qui va être le x à gauche. Et le x à gauche, c'est l'argument de la fonction grand F, qui n'est plus du tout une variable muette. Donc cette égalité, elle est problématique. Et voilà, ci-dessous, les versions correctes. Là, on n'a pas rajouté de constante à l'intégrale. On a bien une primitive, dont l'argument, c'est la borne de droite de l'intégrale. Quand vous dérivez grand F de x, vous obtenez bien petit f de x. Premier théorème fondamental de l'analyse, souvenir. Puis côté droit, pareil, sauf qu'on a rajouté une constante c, mais là une constante c particulière, puisqu'on a un objet univoque, on a une fonction. Et vous voyez ici, la variable muette t n'est pas notée de la même manière que la variable pas muette x. Et donc, en conclusion, il faudra faire un peu attention dans la manipulation de cette notation qui reste incontournable parce que standard. Et il est temps d'entrer dans le vif du sujet. La première technique d'intégration, l'intégration par partie. Intégration par partie, énoncé, et regardez comme c'est simple. Si on note comme ceci avec ce crochet entre A et B, la différence au bord de l'intervalle AB, le produit UV en B moins le produit UV en A, qu'on a ici, et bien d'après le second théorème fondamental du calculus, souvenir, enfin celui-là j'espère que vous vous en souvenez, la différence des valeurs au bord, c'est égal à l'intégrale de la dérivée. Et la dérivée du produit, ça s'exprime à l'aide de la product rule. C'est la somme u'v plus uv'. Donc cette différence des valeurs au bord, c'est la somme de deux intégrales. Et donc une des deux intégrales, celle que vous voulez en fait, ça s'exprime, c'est égal à la différence des valeurs au bord moins l'autre. C'est tellement bête qu'on se demande à quoi ça va bien pouvoir servir. Et en fait, ça sert même souvent. Pourquoi? Parce que ça transforme un problème de calcul d'une intégrale, celle-ci, en un autre problème de calcul d'une autre intégrale, celle-ci, pour une autre fonction qui a été transformée en passant de gauche à droite. Et avec un peu de chance, côté droit, ça va être plus facile à calculer que côté gauche. Voilà, c'est aussi simple que ça l'intégration par partie. Ça consiste à écrire la fonction à intégrer comme un produit d'une fonction par la dérivée d'une autre fonction, et puis à transformer ce produit en un autre, de manière à ce que la nouvelle intégrale soit plus simple à calculer. Alors, même si c'est du calcul bête et méchant, et tellement simple qu'on pourrait se contenter de le comprendre comme un calcul bête et méchant, on va quand même faire l'effort, ou bien se donner le plaisir, de visualiser tout ça sur une figure. Et cette figure, elle doit vous rappeler quelque chose. Elle ressemble aux figures du chapitre dérivation sur la product rule. Ce qui est normal, puisque l'intégration par partie repose sur la product rule.
L'illustration géométrique de la product rule, ça consistait à dire que la variation de l'aire d'un rectangle, ici il ressemble à un carré, mais en fait il faut y penser comme un rectangle, de largeur U et de hauteur V, la variation de cette aire, c'est donné par l'aire de ce domaine-là, formé de deux bandes, qui, au premier ordre, valent V du, hauteur V, largeur du, et U dv, largeur U, hauteur dv. Et si U et V sont des fonctions de x, du et dv, vous pouvez les exprimer respectivement comme étant égal à U' de x dx et V' de x dx. Si maintenant vous faites varier x entre A et B, votre point de coordonnées U, V, il varie de ce point-là à ce point-là, et la différence UBVB moins UAVA, c'est l'aire du rectangle le plus grand sur la figure, moins l'aire du rectangle bleu. Et c'est bien la somme infinie, comme une intégrale, des variations infinitésimales des aires de ces deux bandes. Et ça n'est rien d'autre que cette égalité. Et la formule de l'intégration par partie consiste à dire que cette aire-là, jaune, est égale à l'aire du grand rectangle UBVB moins l'aire du rectangle bleu UAVA moins l'aire du domaine vert, l'intégrale de VU'. Bon, on aurait pu s'en passer de cette figure. Elle nous a permis de visualiser tout ça, de réviser plein de bons souvenirs du chapitre dérivation. C'était pour le plaisir. On passe à la suite. Au passage, une remarque rapide, pas très importante. Pour que ce théorème soit valide, au passage, c'est un peu pompeux d'appeler théorème un résultat aussi simple, mais enfin bon, passons. Pour qu'il soit valide, on a demandé à ce que les deux fonctions U et V soient de classe C1. Et ça, c'est pour garantir que les dérivés soient continus, pour qu'il n'y ait pas de problème de définition des intégrales. En fait, cette hypothèse C1, elle est un peu trop restrictive. Elle est liée à la définition de l'intégrale dite de Riemann, qu'on avait présentée très rapidement, sans donner tous les détails, dans le cours sur dérivation-intégration. Avec une définition plus élaborée, meilleure de l'intégrale que l'intégrale de Riemann, meilleure mais aussi un peu plus compliquée, vous avez une référence ici mais c'est totalement hors programme, en fait vous pouvez justifier que ce théorème il reste vrai même si les fonctions U et V sont seulement dérivables. Et on passe au paragraphe suivant, formulation en termes de primitives. On y était en fait. Si vous partez de l'égalité 3, c'est-à-dire l'égalité de l'intégration par partie, formulée en termes d'intégrale avec des bornes a et b, et si vous supposez que a est fixe et que b est variable, vous avez 3 fonctions de b. Et si les deux fonctions définies par des intégrales, vous les remplacez par le symbole primitive, vous obtenez une égalité à constante additive près. Et l'égalité que vous obtenez, c'est celle-ci, dans laquelle l'argument x correspond au b de l'égalité 3. Et le terme moins u de a v de a, qui était présent ici, il a disparu, puisque de toutes les façons, c'est une égalité qui fait intervenir des primitives, donc à une constante additive près. Vous voyez, c'est une égalité qui est quand même plus difficile à interpréter que la version 3 avec borne, puisqu'elle fait intervenir ces primitives, c'est-à-dire ces expressions multivoques. En tous les cas, l'égalité elle est bien vraie à constante additive près, puisque vous voyez, si vous faites passer ce terme-là côté gauche, vous obtenez bien le fait que une primitive de uv' plus u'v, c'est uv. Et puis, si vous êtes encore plus à l'aise avec la manipulation de ces symboles, vous pouvez écrire cette égalité sous les formes plus compactes suivantes, ici et ici. Ça veut dire exactement la même chose qu'au-dessus, sauf qu'on a allégé la notation en omettant certains symboles. Et on n'a plus qu'à aller regarder les exemples. Alors ça, c'est la formule générale, précisément avec ces notations un peu compactes. Et ensuite, on a en fait deux exemples. Premier exemple, la fonction x e puissance x, produit de deux fonctions. Il n'y a pas de primitive évidente à x puissance x. En revanche, c'est une fonction pour laquelle l'intégration par partie va être une stratégie
payante. Comment? Eh bien, en choisissant de dériver le facteur x, qui devient un 1, plus simple, et de primitiver le facteur e puissance x, qui reste égal à e puissance x. Pas plus compliqué. Avec le terme de bord ici. Et vous voyez que notre intégrale, qu'on ne savait pas a priori calculer, on l'a transformée en une expression qui fait intervenir cette nouvelle intégrale, et celle-là, on sait très bien la calculer. Bien sûr, si on avait fait l'inverse, c'est-à-dire dériver e puissance x, pas plus simple, et primitiver x en x2 sur 2, plus compliqué, ça aurait été une stratégie perdante. Tout l'art de l'intégration par partie, c'est découper en deux facteurs. Quelquefois, il y a plusieurs manières de découper. Et puis, choisir le facteur qu'on primitive, choisir le facteur qu'on dérive. Bon, le deuxième exemple, il n'est pas bien différent. À nouveau, vous avez un facteur x que vous pouvez tuer par dérivation. Et le facteur cosinus x, quand vous le primitivez, il se transforme en sinus, pas plus compliqué. On passe au slide suivant. Et ici, on va traiter des facteurs ln. Côté gauche, ln tout seul, mais ln tout seul, vous pouvez aussi le voir comme ln de x fois 1. Du coup, avec le fois 1, ça fait bien deux facteurs. Et si vous dérivez ln de x, il devient 1 sur x. On pourrait dire plus simple, on est passé de l'univers ln à l'univers fraction rationnelle, on va dire aller plus simple. Et si vous primitivez le 1, vous passez à x. Un peu plus compliqué, d'accord, mais là aussi, fraction rationnelle, et qui a la bonne idée de s'annuler, de se simplifier avec le 1 sur x. Et donc vous avez une primitive qui s'exprime très simplement, sous la forme x ln de x, moins x plus une constante. Si vous dérivez, vous obtenez bien ln de x. Côté droit, exactement le même principe, sauf que le facteur vert qu'on va primitiver, c'est 1 sur x2, mais le facteur ln de x, en bleu, on va toujours le dériver. Et dériver le facteur ln de x, dans les deux cas, c'est une stratégie payante, puisque cette intégrale-là, vous savez très facilement la calculer. On l'a déjà dit, tout l'art de l'intégration par partie, ça consiste en deux choses. Choisir la décomposition en deux facteurs, quelquefois il y a plusieurs choix possibles, ou quelquefois il faut faire apparaître un facteur qui n'apparaissait pas a priori, et puis choisir parmi ces deux facteurs lequel vous dérivez et lequel vous primitivez. Et il faut bien profiter de ce petit moment où vous faites ces deux choix, parce qu'après, c'est des calculs bêtes et méchants. Et c'est fini pour l'intégration par partie, on passe au changement de variable. Changement de variable, énoncé, voilà l'énoncé. Il nous donne l'égalité entre les intégrales de deux fonctions, f et f en phi, f et f en phi, reliées par ce qu'on appelle un changement de variable, qui est cette application phi. La définition de f rond phi est illustrée par ce diagramme. F rond phi, c'est bien d'abord phi, puis f. Le changement de variable phi met en correspondance une variable t et une variable x, et les applications f et f rond phi prennent les mêmes valeurs à l'arrivée, mais pas pour les mêmes arguments au départ. Elles prennent ces mêmes valeurs à l'arrivée sur des intervalles reliés par le changement de variable phi. Avec tout ça, cette formule, qui pouvait paraître un peu compliquée au départ, commence à bien s'éclairer. Côté droit, vous avez bien l'intégrale de f de x entre phi de a et phi de b. Et côté gauche, une intégrale qui fait intervenir f rond phi de t entre a et b. En fait, la dernière chose à expliquer, et qui pour le coup n'apparaît pas clairement sur ce diagramme, c'est le facteur phi' de t. Alors, slide suivant, vous avez une démonstration formelle qui l'explique, ce facteur phi' de t, et qui justifie l'égalité. Mais dans la vidéo, plutôt que de lire la démonstration, je vais la refaire de manière manuscrite en m'appuyant sur le schéma. Pour ça, il suffit d'introduire une fonction grand F de x qui est une primitive de petit f,
sur l'intervalle phi de A, phi de B, primitive dont l'existence est garantie par le fait que petit f est supposé continu sur cet intervalle, et on va regarder cette différence, la différence des valeurs de grand F aux bornes de l'intervalle. Et on va appliquer le second théorème de l'analyse. Souvenir, souvenir. Second théorème qui nous dit que la variation d'une fonction est égale à l'intégrale de sa dérivée. Oui, sauf que là, ce second théorème de l'analyse, on peut l'appliquer de deux manières différentes. Soit à la fonction grand F, entre phi de A et phi de B, soit à la fonction f rond phi. On a f rond phi ici de chaque côté, entre A et B. Si vous l'appliquez à la fonction f entre phi de A et phi de B, vous obtenez que c'est égal à l'intégrale entre phi de A et phi de B de grand f' de x et x. Et grand f' de x, c'est petit f de x. Ou bien vous appliquez toujours ce second théorème de l'analyse à la fonction f rond phi entre A et B. Et dans ce cas-là, cette différence, elle est égale à l'intégrale entre A et B de f rond phi prime de t dt. Et là, vous le voyez apparaître, le facteur phi prime de t. Il vient de la chain rule, il vient du fait que la dérivée de f rond phi, c'est f' rond phi, phi prime. Et enfin, f' rond phi, c'est petit f rond phi, puisque grand f', c'est petit f. Et on a fini, on a notre égalité du changement de variable. Vous voyez, on a simplement appliqué le second théorème de l'analyse à cet écart aux bornes de l'intervalle, mais de deux manières différentes. Maintenant qu'on a fait tout ça, la lecture de la démonstration, je vais vous laisser la faire, ça va être du gâteau. Vous voyez, on retrouve le fait qu'on a simplement écrit l'écart f de phi de B moins f de phi de A, qui est ici et qui est aussi ici, comme l'intégrale de sa dérivée, second théorème fondamental du calculus, de deux manières différentes. D'abord à la fonction f, et puis ici à la fonction f rond phi, dont la dérivée fait intervenir chain rule, le facteur phi prime de t. Et c'est fini, vous avez tout compris à la démonstration de la formule du changement de variable et à la formule du changement de variable elle-même. Du moins, vous avez tout compris calculatoirement. Est-ce qu'on va s'en contenter? Eh ben non. Pour approfondir la compréhension, on va aller regarder tout ce que cela donne sur des dessins. Illustration. Et on commence non pas par la vraie formule du changement de variable, qui est valide, pour laquelle on a une égalité, mais par une inégalité entre deux intégrales qui représentent deux aires qui manifestement diffèrent. Vous le voyez sur ce dessin qu'elles diffèrent, les deux aires. Pourquoi elles diffèrent? Pas à cause des hauteurs prises par les points. C'est les mêmes hauteurs à gauche et à droite. Quand je dis hauteur, c'est les ordonnées. Je veux dire les mêmes ordonnées à gauche et à droite. C'est les valeurs de f. En revanche, ce n'est pas les mêmes abscisses. On a deux fonctions à gauche et à droite qui prennent les mêmes valeurs, les mêmes ordonnées, mais pas aux mêmes abscisses. Les abscisses, elles sont reliées par le changement de variable phi. Bon, ici, sur cet exemple, on a pris un changement de variable phi qui s'apparente un peu à une contraction d'un facteur 2. Vous voyez, de gauche à droite, ça contracte d'un facteur 2. Et du coup, l'aire à gauche, elle va avoir tendance à être plutôt 2 fois plus grande que l'aire à droite. Tout ça pour dire que si dans la formule de changement de variable, vous oubliez le fameux facteur phi' de t qui vient de la chain rule, bien sûr, c'est faux. Dit autrement, transformer une fonction par un changement de variable, ce qu'on a fait ici, ça se traduit par une modification et non pas une préservation de la valeur de l'aire sous la courbe pour chacune de ces deux fonctions. Donc ça, c'est ce qui est faux. De bien voir que c'est faux, ça va vous permettre de ne pas faire l'erreur, de prétendre que c'est vrai, enfin de croire que c'est vrai. Maintenant, allons regarder ce qui est vrai. Et le titre de ce paragraphe, il nous donne la vraie interprétation qu'il faut avoir, qu'il faut faire de la formule du changement de variable. La formule du changement de variable, elle ne nous dit pas que deux aires a priori différentes, obtenues dans des contextes différents, sont égales.
Ça, on a bien vu que c'est faux. Deux aires différentes, elles ne sont pas égales. La formule du changement de variable, elle dit quelque chose d'une certaine manière de beaucoup plus bête, de beaucoup plus simple. Elle dit que si on calcule la même aire, mais de deux manières différentes, bien sûr, à la fin, on aura le même résultat, puisque c'est la même aire qu'on a calculée de deux manières différentes. Et le dessin ci-dessous, là, il illustre les deux manières différentes de calculer la même aire. Et l'aire, c'est l'aire à droite. C'est l'aire qui correspond à la différence de grand F aux deux bornes de l'intervalle. Donc cette aire-là. Donc cette aire-là, l'aire à droite. Mais cette aire, au lieu de l'écrire comme une somme de petits pavés verticaux de hauteur f de x et de largeur dx, donc en découpant l'intervalle phi de a, phi de b à droite en petits morceaux, et en sommant, et en passant à la limite, vous avez une autre manière de procéder pour calculer cette aire, c'est de découper en petits morceaux à gauche. Vous découpez en petits morceaux à gauche, vous prenez surtout pas les largeurs des petits morceaux à gauche pour les multiplier par les hauteurs de f. Parce que si vous faisiez ça, vous obtiendriez cette aire-là. Or, c'est l'aire de droite que vous voulez obtenir. Donc en fait, votre découpage en petits morceaux à gauche, vous le transportez par phi. Les largeurs dt de votre découpage à gauche, elles sont transformées par le changement de variable phi en des largeurs phi' de t dt. Voilà le phi' qui apparaît de la chain rule. Et là, vous avez à droite un découpage fin, si celui de gauche était fin, un peu distordu. Si celui de gauche était régulier, par exemple, celui de droite pourrait être un petit peu distordu. C'est ce dont j'ai essayé de rendre compte ici sur le dessin. Même si là, si phi c'est juste une contraction d'un facteur 2, ça ne distord pas vraiment. Mais bon, c'est l'idée, quoi. Mais en tout cas, on a un découpage fin à gauche, on le transporte, on obtient un découpage fin à droite. Ce découpage fin à droite, quand on multiplie les largeurs phi' de t dt par les hauteurs f de phi de t, j'aurais pu écrire ici f de phi de t, et quand vous faites tendre la finesse de votre découpage vers l'infini, quand vous prenez un découpage de plus en plus fin, à gauche, donc aussi à droite, et vous convergez, l'aire que vous obtenez converge vers l'aire à droite. Et c'est fini. Et le slide d'après, c'est pas la peine que je le lise en détail dans la vidéo, il ne fait que détailler par écrit ce que je viens de dire par oral. Au passage, le facteur phi' de t dans cette formule, c'est une dérivée, et vous vous souvenez, souvenir, on avait 3 points de vue sur la dérivée. Point de vue géométrique, cinématique et mécanique. Mécanique des déformations. Et bien ici on le voit, il faut interpréter ce facteur phi' de t comme une dérivée au sens mécanique, au sens distorsion, déformation entre un intervalle de petite taille au départ et un intervalle de petite taille à l'arrivée. Et si vous avez bien compris ça, l'avantage c'est que la formule du changement de variable en dimension supérieure, qui est hors programme, mais que vous avez peut-être déjà un peu vu malgré tout en OMSI, c'est presque la même, sauf que ce phi' de t, facteur de dilatation des distances, va devenir en dimension supérieure un déterminant. Pour une raison que je ne vais pas expliquer ici, plus exactement la valeur absolue du déterminant, la valeur absolue d'un déterminant. Et on peut passer au slide suivant. Et on conclut ce paragraphe par cette petite remarque que, attention, en dimension 1, la variable t et la variable x, elles sont de dimension 1, eh bien, on n'a pas d'autre hypothèse sur le changement de variable phi que l'hypothèse C1. Alors au passage, pourquoi C1? Parce que les intégrales vont faire intervenir la dérivée de phi. Donc si phi est C1, la dérivée de phi est continue, donc il n'y a pas de problème pour l'existence des intégrales. À nouveau, c'est une hypothèse qu'on pourrait relaxer un petit peu, mais peu importe. Peu importe parce qu'en pratique, toutes les fonctions seront C infini, presque toujours. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que à part cette hypothèse C1, en fait, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'hypothèse d'injectivité ni de croissance de phi. Ce qui est illustré sur la figure suivante, où vous voyez, on a représenté un changement de variable phi qui présente des
changements de monotonie, des plis. Vous vous souvenez des plis? Eh bien, avec un tel phi, la formule du changement de variable, elle est encore valable. L'intégrale de droite de la formule du changement de variable, c'est l'intégrale sur cet intervalle-là, phi de a, phi de b. L'impression que ça pose problème, puisque l'intégrale côté gauche, qui est une intégrale sur la variable t, sur le domaine en t, eh bien, elle va recouvrir certaines zones plusieurs fois. Vous voyez, cette zone-là, elle va être recouverte 3 fois quand on fait variété, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis il y a même une zone ici qui ne doit pas du tout être prise en compte dans l'intégrale côté droit, qui est entre phi de a et phi de b, et qui va apparaître dans l'intégrale en t, puisqu'elle va être parcourue entre a et b 2 fois, 1 fois ici, 1 fois ici. Alors maintenant, pourquoi la formule est quand même vraie? À cause des signes ici. Plus, moins, plus. Cette zone qui est parcourue 3 fois, elle est parcourue 1 fois par un phi croissant, puis une deuxième fois dans l'autre sens, puis une troisième fois de nouveau par un phi croissant. Et lorsqu'une même zone est parcourue dans 2 sens différents, au niveau de l'intégrale, ça compte pour 0. Et c'est la même chose pour cette zone-là, parcourue 2 fois dans 2 sens différents. C'est un peu comme si sur ce dessin-là, à droite, votre découpage, il parcourait de gauche à droite, puis après il revenait un peu en arrière, vous comptez la même aire mais négativement, puis vous repartez vers l'avant, vous la recomptez positivement. Positif, négatif, positif. De toutes les façons, l'aire est parcourue au total, après compensation, une seule fois dans le bon sens. Voilà, c'était une remarque qui n'est pas absolument essentielle. En pratique, les changements de variables, ils sont alors pas toujours croissants, ils peuvent être décroissants, le plus souvent monotones, mais pas toujours, ils peuvent présenter des changements de monotonie. Donc dans ce cas, vous vous seriez probablement posé la question, et là vous avez une explication de la raison pour laquelle ça marche encore avec ces changements de monotonie. Et par ailleurs, la formule, sous sa forme la plus classique en dimension supérieure, elle fait intervenir une valeur absolue ici. Autrement dit, elle ne permet plus de prendre en compte des changements de signe du facteur de dilatation, des aires, disons, sur mon dessin, ou des volumes en dimension 3. Et donc ce qu'on vient de dire sur les plis et les replis en dimension 1, ça ne marche plus, en tout cas ça ne marche plus tel quel sur la formule, telle qu'elle est couramment formulée, c'est partout comme ça que vous la trouverez, en dimension supérieure. Et donc là, il y a une forme d'incohérence, et dans ces notes, j'explique pourquoi. Mais c'est totalement hors programme, c'est vraiment pour vous si vous vous posez la question. Bon, revenons à des choses beaucoup plus terre-à-terre, et dans le bon ordre, la mise en œuvre de cette formule du changement de variable. Mise en œuvre, revoici la formule du changement de variable. Elle permet d'exprimer une même quantité, égale, sous 2 formes intégrales différentes. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que, avec un peu de chance, une des 2 formes, c'est celle qu'on vous demande de calculer, elle est difficile à calculer, et l'autre, j'ai bien dit avec un peu de chance, elle sera plus simple. Et effectivement, c'est ce qui va se passer de temps en temps en pratique, et qui plus est, dans les 2 sens. C'est-à-dire que vous allez être gagnant parfois en passant de gauche à droite, ou de droite à gauche. De gauche à droite, c'est-à-dire vous avez une intégrale à calculer que vous pouvez mettre sous cette forme-là. Vous reconnaissez cette forme-là dans l'expression à intégrer. Pour un changement de variable phi que vous devinez d'après l'expression de la fonction à intégrer, ou bien qu'on vous donne. Du coup, vous faites votre changement de variable, et côté droit, vous avez une expression plus simple, qui s'intègre plus facilement. Exemple, ici, supposez que vous ayez cette intégrale à calculer. Au dénominateur, vous avez du sinus carré t, au numérateur du cos t. Cos t, c'est la dérivée de sinus t. Donc si vous posez x égale sinus t, ça va être ça votre changement de variable phi, x égale sinus t. Du coup, dx égale cos t dt. Et en appliquant cette formule-là, vous voyez que votre intégrale prend cette forme-là, qui est quand même beaucoup plus simple. Et que vous allez pouvoir intégrer en décomposant cette fraction rationnelle en éléments simples, mais la décomposition est très simple, vous avez 2 pôles réels
en 2 et en moins 2. Décomposition en éléments simples, fonction ln, vous avez votre valeur. Alors je dirais ça, c'est le cas a priori le plus fréquent, mais il se peut aussi que ce soit intéressant de faire la transformation dans l'autre sens, de droite à gauche. Vous avez une intégrale à calculer de cette forme-là, qui va correspondre à cette forme-là, et en introduisant un changement de variable phi, qui est souvent plus difficile à deviner, donc souvent on va vous le donner, encore plus dans ce cas-là, et bien la nouvelle expression f rond phi phi prime, qui a priori est plutôt un peu plus compliquée que f tout seul, en fait, elle va être plus simple que ne l'était f de x. Du moins, elle va être plus simple pour en calculer l'intégrale, ou une primitive. Et voilà un exemple. Et vous voyez, sur cet exemple, on va faire le même changement de variable, x égale sinus t. Donc dx égale cos t dt. Alors ça, c'est votre intégrale initiale, et c'est pas évident a priori que ça va être fructueux de poser x égale sinus t. Pourquoi ça va l'être? Parce que 1 moins sinus carré t, c'est cosinus carré t. Donc, avec la racine, ça va nous donner du valeur absolue de cos t. Puis le dx fait apparaître le cos t dt ici. Comme c'est entre 0 et pi sur 2, cos est à valeur positive, donc la valeur absolue disparaît. Et c'est fini, vous avez l'intégrale de cos carré t que vous savez transformer par formule de trigonométrie en quelque chose qui s'intègre très bien, ce qui donne la valeur. Conclusion, cette formule de changement de variable, elle peut bien avoir un intérêt dans les deux sens. Et on passe à la sous-section suivante, formulation en termes de primitives. Formulation en termes de primitives, énoncé. Alors, vous voyez, on a une proposition qui a un énoncé un peu lourd, un peu long. Il n'est absolument pas question que vous essayiez d'apprendre ça par cœur. On va plutôt simplement essayer de comprendre ce que ça signifie. Ce que ça signifie, c'est la version primitive du théorème des changements de variables, de la formule de changement de variable. Et d'ailleurs, la figure qui va illustrer cette proposition, changement de variable en termes de primitives, c'est presque la même que celle qu'on avait utilisée pour illustrer les notations de la formule du changement de variable. La seule différence, c'est que les bornes ont disparu. C'est normal. Il n'y a plus de bornes puisque maintenant c'est des primitives, c'est des fonctions. Alors, comme pour l'intégration par partie, la version primitive de la formule, elle est un petit peu plus difficile à comprendre que la version intégrale. Et c'est encore plus vrai dans le cas du changement de variable, parce que vous voyez, on va avoir deux versions de la formule exprimée dans la forme primitive, sous forme de primitive. Pourquoi deux versions? Parce que la formule du changement de variable, c'est l'égalité entre deux intégrales, l'une intégrée suivant une variable x, l'autre intégrée suivant une variable t. Ça va bien pour des intégrales. Mais les primitives, c'est des fonctions. Donc si on écrit une égalité entre deux fonctions, il faut que ce soit des fonctions d'un seul et même argument. Et donc on a la version en termes de l'argument t et la version en termes de l'argument x. Dans les deux cas, côté gauche de l'égalité, c'est l'intégrale qu'on vous demande de calculer que vous ne savez pas calculer. Et côté droit de l'égalité, ça va être la réponse apportée par le changement de variable. Commençons par le cas 1. Vous avez cette expression compliquée à calculer, oulala, vous ne savez pas du tout comment faire. Et là, hop, vous réalisez qu'elle est de la forme f rond phi phi prime. Du coup, vous vous dites, ça se ramène à une intégrale, à une primitive de la fonction petit f de x. Vous la notez grand F. Et qu'est-ce que nous dit cette version 1, cette intégrale? Ces primitives, elles sont de la forme f de phi de t plus c. Démonstration immédiate. Si vous dérivez le côté droit, la dérivée de grand F, c'est petit f. Et donc par la chain rule, en dérivant ce qu'il y a à côté droit, vous obtenez ce qu'il y a sous l'intégrale. Mais en pratique, c'est bien ça que qu'on vous a demandé de calculer, et vous répondez ça. Et donc vous voyez, vous commencez par intégrer petit f pour trouver grand f, primitiver petit f pour trouver grand f, puis ensuite ce grand f, vous le prenez non pas en x, mais en phi de t. Et voilà pour la version 1. Version 2, c'est le sens opposé. Ça, c'est l'intégrale qu'on vous demande de calculer. Excusez-moi, la primitive qu'on vous demande de calculer.
Et soit vous le devinez tout seul, soit on vous le donne, un phi, qui va vous permettre d'exprimer cette primitive sous la forme d'une primitive de cette fonction, qui par miracle, la primitive de cette fonction, se calcule beaucoup plus facilement. Vous l'appelez grand G, c'est une fonction de t, et ce que vous dit la version 2, c'est que la primitive que vous cherchez à calculer, enfin les primitives que vous cherchez à calculer, elles sont de la forme g de phi moins 1 de x plus c. Attention, dans cette version, et qu'il faut que phi soit bijective. Démonstration à peine plus compliquée. Si on dérive l'expression ici, côté droit, chain rule, d sur dx de g de phi moins 1 de x, chain rule c'est g' de phi moins 1 de x fois phi moins 1' de x. G', ça vaut ça. Vous remplacez G' par son expression. Phi rang phi moins 1, c'est l'identité, c'est comme s'il n'existait pas. Et la dérivée de l'inverse, c'est l'inverse de la dérivée en prenant les bons arguments. Donc ce produit égale 1. Donc la dérivée de cette fonction, c'est f de x, ce qui justifie la deuxième égalité. Alors, ça semble un peu compliqué comme ça. En fait, on n'a fait que traduire la formule du changement de variable, celle-ci, sous forme de primitive, mais après calcul, entre guillemets, calcul de la primitive grand F ou la primitive grand G, celle qu'on arrive à calculer, on utilise le changement de variable ou le changement de variable inverse pour obtenir une fonction du même argument que la primitive qu'on cherche à calculer. T ici, x ici. Et voilà. Et donc c'est une proposition qu'il ne faut vraiment pas chercher à comprendre et surtout à apprendre, à apprendre de manière formelle, parce qu'en fait elle est beaucoup plus simple à mettre en pratique qu'à comprendre en théorie formellement. Donc c'est légitime de la faire figurer dans les notes de cours parce que ça fait une référence formelle que vous pouvez aller consulter si vous faites un exercice pour vous dire mais finalement qu'est-ce qu'on a fait vraiment de façon formelle. Et vous verrez en pratique c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre que ça ne semble être le cas quand vous regardez la formalisation qu'on a formulée ici. Allons voir quelques exemples. Ça, c'est la formule générale, aux notations près qui ont un peu changé sur ces images que j'ai récupérées sur Internet. Et là, vous avez juste 4 exemples, très simples, de la mise en œuvre de la formule de changement de variable version primitive 1, ce qu'on a appelé, en présence de bornes pour des intégrales, de gauche à droite. Côté gauche, vous reconnaissez quelque chose de cette forme-là, f rond phi prime, et la version f de x toute seule, directement de l'argument x, elle est plus simple. C'est ce qui se passe ici à chaque fois, sauf que ce n'est pas les mêmes notations. Mais donc, la variable x correspond ici à u. Mais à chaque fois, vous voyez, vous reconnaissez, alors non pas du... Enfin, vous reconnaissez du f rond phi de x, phi prime de x, que vous exprimez comme du f de u. Et une fois que vous aurez calculé la primitive de la fonction de u, vous obtiendrez une primitive de u, et u, il faudra le remplacer par votre changement de variable de x. Ici x plus 1, ici 5x plus 2, ici x2, etc.